Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre émission sur la brèche. Nous recevons ce soir Monsieur Palé Kerabouro, docteur en sciences de gestion et directeur général de Burkina Soudou Baudé ou la maison des compétences. Bonsoir, docteur Palé. Bonsoir, Madame Ouattara. Alors, à lire votre CV, votre trajectoire semblait déjà toute tracée dès le baccalauréat. Vous sembliez déjà prédisposé à tout ce qui touchait aux chiffres, sinon aux finances. Oui, c'est exact. Depuis la seconde, je suis rentré dans une série de gestion. Et la seconde AB3, j'ai fait un bac G2, 3 ans plus tard. Mais avant le bac, en première, j'ai fait un CAP, certificat d'aptitude professionnelle en comptabilité, et en terminale, en même temps que je faisais le bac, j'ai fait le brevet professionnel comptable. Voilà. Alors, bac, BEP, CAP, tout ça en comptabilité. Et un parcours très brillant. Vous vous en sortez avec de bonnes mentions, ou au moins major de vos promotions. Alors, comment avez-vous vécu toutes ces années sur le banc? Est-ce qu'on y va toujours avec le même enthousiasme ou alors on y va par nécessité? Pour nous, l'école, c'était un plaisir. Et pour vous faire une confidence, lorsque les grandes vacances s'annoncent, bon, on n'était pas vraiment content parce que voilà, on préférait être dans les classes. Et pendant les vacances aussi, on trouve moyen en tout cas de s'occuper. Je lis beaucoup, donc je suis en tout cas permanemment et avec les cahiers. Peut-être aussi les vacances, je ne les aimais pas parce que bon, je suis issu du milieu rural. Parce que quand on va dans les vacances, souvent on nous envoie au champ. Voilà, donc peut-être c'est pour ça. À défaut aussi, de l'école, ce sont les travaux champêtres. Sinon, bon, mais je pense que c'est parce que j'aimais l'école quand même. D'accord. Alors, il faut dire que des élèves qui aiment l'école, on en trouve assez rarement. Même au niveau des tout petits, généralement, on voit l'école avec les yeux de la contrainte. Oui, bon. En tout cas, ce qu'on voit actuellement, peut-être que c'est parce que les enfants aussi vont très tôt, n'ont pas eu le temps de s'amuser. Donc, à un certain moment donné, ça peut être lassant. Sinon, nous, c'est quand on avait 7 ans qu'on était à l'école. Donc, ce n'est pas vraiment la même façon d'appréhender. Vous avez eu tout le temps de profiter de votre enfance. C'est ça. D'accord. Alors, docteur, en 2018, après un DEA en économie en 2007 et un diplôme des inspecteurs des impôts en 2009, vous avez fait essentiellement votre carrière dans ce domaine. Et que pensez-vous de ceux qui voient les impôts avec le regard de la répression? Alors, l'impôt, il y a un théoricien de la chose fiscale qui a dit que payer ses impôts, c'est comme une chirurgie sans anesthésie. Ça veut dire quoi? C'est douloureux. C'est douloureux, mais c'est nécessaire. Voilà, c'est nécessaire parce qu'on ne peut pas imaginer une société organisée sans impôts. L'impôt est là pour pouvoir peut-être comprendre la nécessité, c'est de remonter sur les fonctions de l'impôt. Voilà, l'impôt a une fonction financière, une fonction économique et puis une fonction sociale. Et la fonction financière pour un pays comme le nôtre, c'est à travers les impôts que l'État se procure les ressources pour financer les actions de développement. Voilà, donc c'est bien nécessaire dans ces cas de figure. C'est à travers l'impôt, la fonction sociale, que l'État peut jouer son rôle de redistribution. Parce que nous sommes dans une société, les gens n'ont pas les mêmes capacités économiques et à travers l'impôt, l'État fait des prélèvements sur ceux qui en ont, parce que l'impôt aussi on paie ça selon la faculté contributive, c'est ceux qui en ont pour aller en tout cas s'occuper de ceux qui n'en ont pas. Vous avez par exemple en temps une politique de gratuité des soins pour des enfants de moins de 5 ans. Vous voyez que pour une affaire de 1000 francs, quelqu'un peut perdre son enfant. Parce qu'il n'a pas les moyens. Mais lorsque ces soins-là sont gratuits, parce qu'ailleurs quelqu'un a payé l'impôt, vous voyez que c'est un rôle social. Et l'impôt aussi, c'est un instrument de manifester aussi sa solidarité envers les membres de la société. Les impôts viennent un peu compenser ce manque à gagner au niveau de l'État. Dans le rôle social, quand on prend l'exemple que vous avez donné, pour des soins par exemple, qu'il faut bien payer. Et lorsque ce n'est pas le patient qui paye, il faut bien que quelque part, voilà, ce soit supporté. Bien sûr. En fait, l'impôt permet à l'État de financer ces soins-là gratuitement pour d'autres. Voilà. Et le rôle économique, pour terminer, à travers l'impôt, on peut mettre en œuvre ce qu'on appelle des politiques économiques et la politique fiscale
taxer lourdement des consommations ou bien des secteurs qu'on veut décourager et au contraire encourager d'autres à travers certaines facilités fiscales comme les exonérations et autres. Donc l'impôt, c'est un mal nécessaire et dans notre contexte actuel aujourd'hui, vous voyez que sans impôt, ça va être difficile. Vous savez, il y a certains pays qui sont gâtés par la nature, il y a des ressources naturelles en abondance où on peut prélever et puis aller vendre pour faire voilà, les réalisations. Mais pour un pays comme le Burkina Faso, c'est vrai que depuis les années 2008, on a l'or, mais l'or n'est pas de nature à fournir toutes les ressources nécessaires, de telle sorte que l'impôt devient vraiment incontournable, surtout dans le contexte actuel où on a besoin des ressources financières. Mais que pensez-vous de ceux qui estiment que les assiettes d'imposition ne sont pas toujours, entre guillemets, justes ou équitables? Bon, ce sont des appréciations, sinon dans la théorie en tout cas et dans la technique fiscale, l'impôt c'est selon la faculté contributive. Voilà, si vous avez, bon, si on prend simplement le cas de nos salaires, bon, vous êtes journaliste, vous avez peut-être un salaire de 500 000. Non, non, pas autant. Moi, je suis inspecteur des impôts, peut-être que j'ai un salaire de 300 000. Bon, forcément, l'UTS, qui est l'impôt unique sur les traitements et salaires, on ne va pas payer les mêmes montants. Donc, dans ce qui est prévu, c'est en fonction de ce que chacun a. Mais dans la réalité, il se pourrait qu'il y ait une difficulté à appréhender en fait l'assiette fiscale. Parce qu'il y a d'autres qui utilisent des moyens non recommandés pour cacher l'assiette, la base sur laquelle on va faire l'imposition. Et si l'administration fiscale ne se donne pas les moyens de pouvoir en fait déceler ces cas de fraude, il faut le dire, bon, ça donne le sentiment à d'autres que ce n'est pas juste. Il y a d'autres qui payent beaucoup, alors qu'ils n'en ont pas forcément plus que les autres. Et ça peut décourager aussi. Ça peut décourager. Voilà. Sinon, l'impôt, dans ce qui est prévu, c'est selon la faculté contributive. Alors, docteur Palais, en droit pénal, par exemple, on nous parle souvent de lois pénales plus douces qui peuvent même être rétroactives pour une personne qui aurait commis une infraction. Mais est-ce que, par exemple, pour ce qui concerne la matière fiscale, est-ce qu'il existe des lois qui sont favorables, par exemple, aux contribuables, des lois fiscales plus douces, si je peux essayer de paraphraser un peu ce qui se dit en droit? Oui, bon, la loi, c'est toujours un consensus. Voilà, généralement, les lois fiscales, c'est de concert avec le monde économique, les contribuables. Et en même temps qu'on paie l'impôt, on a aussi des droits. Donc, la loi fiscale aussi prévoit des garanties pour le contribuable. Donc, c'est pas vraiment à son détriment, même si souvent, certains contribuables pensent que c'est l'État, avec ses pouvoirs exorbitants, qui fixe les choses de façon arbitraire. Et très souvent, c'est suite à des concertations. Mais bon, vous savez, dire à quelqu'un de payer l'argent, il ne va pas être forcément d'accord. Mais bon, comme ce qui est dit, c'est une nécessité. Et il faut que chacun fasse l'effort de pouvoir le faire. Aujourd'hui, par exemple, vous avez parlé tout à l'heure du contexte et certains estiment qu'il y a trop de taxes et trop de charges sur la tête du contribuable alors que le coût de la vie a renchéri. Qu'est-ce que vous pensez de cela en tant qu'inspecteur des impôts? En tant qu'inspecteur des impôts, en tant que citoyen aussi, et on pourrait imaginer ça. Peut-être que c'est vrai, mais c'est de s'interroger sur la nécessité de faire cet effort-là. Est-ce qu'il est nécessaire de faire cet effort? Et à cette question, je pense que pour ceux en tout cas qui observent et qui tiennent compte vraiment de la situation du pays et qui veulent vraiment que le Burkina Faso revienne comme dans son temps, il est nécessaire. Voilà, donc c'est un effort que nous faisons et c'est un effort utile. Voilà, sinon, effectivement, il y a des contributions diverses qui sont demandées depuis un certain temps pour une cause que tout le monde connaît. Oui. Alors, le système était basé ou est toujours basé sur un impôt de type déclaratif. Est-ce que ce choix est de nature à favoriser en tout cas une maximisation de la collecte des ressources? Oui, le système fiscal burkinabé est essentiellement déclaratif. Ça veut dire que on laisse le soin au contribuable de venir lui-même dire ce qu'il a réalisé comme affaire. Par exemple, si on prend un impôt comme la TVA, taxe sur la valeur ajoutée, et pour l'entreprise, le contribuable qui est assujetti,
c'est-à-dire qu'il doit déclarer ça. On laisse le choix à ce contribuable de venir dire j'ai vendu au titre du mois 100 millions. J'ai vendu au titre du mois 50 millions. Donc, vous voyez que la tentation est grande. Voilà, pour les gens. Est-ce que ce n'est pas ce qui favorise justement la dissimulation dont vous avez parlé oui, tout à l'heure? Oui, mais derrière, après cette liberté apparente qui est accordée, il y a un contrôle a posteriori, le contrôle fiscal, qui est en fait un moyen qui permet de dissuader ces cas de fraude-là. Aujourd'hui, vous êtes en train de déclarer, de mal déclarer, mais l'administration fiscale a ce droit-là, qui est un droit vraiment important de contrôler la déclaration, même 3 ans après. Oui. Voilà, la prescription d'ordre du droit commun qui est triennal, même 3 ans après, on peut venir et nous avons tous les moyens, l'administration fiscale, je veux dire, a tous les moyens de pouvoir faire ce contrôle-là. Il y a des services, des enquêtes, il y a et ainsi de suite. Et vous avez suivi depuis un certain moment, et pour les questions fiscales, les dossiers vont au pénal. Voilà, il y a des gens qui ont fait la prison pour ça. Donc, on n'a vraiment pas intérêt à mal faire. Il faut bien le faire. Sinon, aujourd'hui, on a pu éluder des droits. Mais demain, on va payer ça. Et plus même avec les amendes et les différentes pénalités. Voilà. D'accord. Alors, docteur Palais, que pensez-vous des fonds communs, comme on les appelle, qui sont justement accordés à certains travailleurs, pendant que pour l'opinion commune, certains n'en bénéficient pas? Bon. Je vous en parle en tant que personne ressource qui a quand même une bonne maîtrise du ministère de l'économie parce que vous y avez fait pratiquement une bonne partie de votre carrière. Oui, mais je suis toujours, c'est vrai, je suis en mission actuellement au ministère en charge de la formation professionnelle. Exactement. Mais je suis toujours un agent du ministère des Finances. Ok, d'accord. Et je connais bien le sujet aussi. Bon, déjà, du point de vue sémantique, il n'y a plus de fonds communs. Voilà, on ne parle plus de fonds communs. C'est des primes de motivation. Et quand on dit motivation, c'est que c'est pour un travail voilà, qui est fait et on veut encourager les gens à faire plus. Voilà, et les primes de rendement, c'est lorsqu'on fixe un objectif et qu'on va au-delà de cet objectif, bon, il est quand même juste de pouvoir en fait dire qu'on est conscient de l'effort supplémentaire qui a été fait. Alors donc, ce qui est entendu sous le vocable fonds commun, pour moi, je pense que c'est vraiment juste voilà, de pouvoir prévoir ça et de servir ça aussi à ces agents qui font un travail colossal. Et tel que je vous ai expliqué, c'est vraiment pas simple. Hein. Voilà. Il ne s'agit pas simplement d'aller réclamer l'impôt, il faut mettre en branle beaucoup de choses à la fois et je pense que c'est un travail. Et au regard de la sensibilité de la question et au regard aussi de l'importance du travail, hein, tous les travaux sont importants, hein, je ne dis pas ça. Tout à fait, mais vous savez que lorsqu'on n'a pas les ressources publiques, les ressources ne sont pas là, c'est difficile de pouvoir faire autre chose. Voilà, donc je pense que c'est une bonne chose et c'est même juste que ça puisse se faire. Et qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme panacée pour que l'ensemble des travailleurs puissent aussi avoir ces primes de motivation, puissent bénéficier aussi de ces primes de motivation? Attendez, je pense que sur la question, lorsque ce débat-là est venu, je pense que ça doit être en 2018 comme ça, et j'avais eu un recensement et on est tombé sur un chiffre de 58 fonds communs dans tout en fait les ministères et puis toutes les autres structures. Voilà, donc il n'y a pas que au ministère des Finances, il y en a un peu partout. Et bon, tant que les ressources permettent, voilà, motiver les gens pour un travail, en tout cas, qui est fait, nous pensons que c'est de nature vraiment encouragée. Donc, ce n'est pas uniquement aux impôts, bon, pas aux impôts aux finances, mais ça se trouve aussi ailleurs. D'accord. Alors, depuis 2023, vous avez été porté à la tête de Burkina Soudou Baoudé, ou la Maison des compétences. Quelle lecture faites-vous de la vision, justement, qui porte cette initiative? Alors, Burkina Soudou Baoudé, effectivement, ou la Maison des compétences du Burkina, est une structure qui a été créée en juillet 2023. C'est un établissement public de l'État à caractère administratif qui est sous la tutelle technique du ministère en charge de la formation professionnelle. Alors, la création de cette EPE-là résulte de la concrétisation d'une vision de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Et quelle est cette vision? La vision est qu'il faut
permettre aux jeunes Burkinabés d'apprendre des métiers et rentrer rapidement sur le monde du travail et faire en sorte que l'université soit une option et non une obligation. Voilà, donc c'est une vision qui est très noble. Lorsqu'on se rend compte de la problématique du chômage dans ce pays-là, vous voyez à l'université, la quantité de gens qui sortent avec la maîtrise, avec les licences, mais lorsque, par exemple, on veut faire un recrutement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de candidats par rapport au poste à pourvoir, il y a à s'inquiéter, il y a à s'interroger. Et c'est pour ça que son Excellence, les plus hautes autorités, ont voulu que, au-delà de ces papiers-là, qu'on puisse permettre à chaque Burkinabé, chaque jeune Burkinabé, de pouvoir savoir faire quelque chose de ses 10 doigts. Parce que l'enjeu n'est pas le diplôme, ce n'est pas le gros diplôme, mais le gros diplôme c'est très bien. Mais l'enjeu, véritablement, c'est de pouvoir avoir quelque chose à faire et de contribuer à l'économie nationale. Donc c'est une grande vision et vraiment nous avons tout le plaisir et l'honneur de pouvoir porter cette vision-là à un niveau local. Sinon c'est une vision qui est donnée, déclinée, et c'est le ministère en charge de la formation professionnelle qui porte ça. Mais nous, de façon opérationnelle, c'est un honneur pour nous de pouvoir décider au quotidien pour la marche de cette structure qui porte beaucoup d'espoir pour la jeunesse burkinabé et pour le pays tout entier. Depuis juillet 2023 à ce jour, comment les choses évoluent justement à la Maison des compétences? Alors, il faut dire que ça évolue très bien. Burkina Sourbaoudé, c'est vrai, on a dit que ça a été créé en juillet 2023, mais en réalité, c'est une fusion d'anciennes structures. Une fusion d'anciennes structures qui intervenait déjà dans la formation professionnelle. C'était 4 EPE qui était le centre de formation professionnelle des référents des Ignarés, CPRZ, qui est certainement un de nos centres les plus connus. Il y avait l'Agence nationale de la formation professionnelle, les centres d'évaluation et de formation professionnelle de Ouagadougou, CPO, et les centres de formation professionnelle industrielle de Bobo, CPIB. Alors donc, c'était 4 EPE qui ont été fusionnés, donc nous avons repris les activités de ces EPE. Et il faut dire qu'avant la création de BSB, Burkina Sourbaoudé, ces structures réunies en moyenne par an formaient 5000 personnes. Mais la première année de fonctionnement déjà, c'est-à-dire l'année de formation 2023-2024, nous sommes allés à 12 000. Donc un bond de 140%, 120-140%. Et cette année, les objectifs qui ont été assignés à Burkina Sourbaoudé, c'est 50 000. Donc 50 000, lorsqu'on recule à avant la création de BSB, c'est comme si c'était 10 fois les chiffres. Donc, qu'est-ce qui explique justement qu'il y a eu ce bond-là cette année, par exemple? Ce bond, c'est lié en fait à la façon de faire la formation professionnelle. La façon de faire, la nouvelle façon de faire. La durée de la formation, on avait estimé que c'était long, c'était 2 ans en gros pour chaque type de qualification. Il y a eu une réforme au niveau des programmes et les formations, c'est entre 8 mois et 11 mois. 8 mois pour le certificat de qualification professionnelle et 11 mois pour le brevet professionnel et technicien spécialisé. Et cette réduction qui n'a pas d'effet en fait sur la qualité, parce qu'on a revu le programme pour élaguer en fait les modules non essentiels pour aller vraiment sur le métier et être de façon pratique. Il y a cela et aussi il y a des modes alternatifs de formation que nous avons pu développer. C'est-à-dire la formation ne se fait plus entre 4 murs. La formation peut se dérouler sur n'importe quelle partie du territoire national. Et lorsqu'il y a un besoin, on a des dispositifs mobiles, ce qu'on appelle des unités mobiles de formation, les UMF. On peut se déployer dans le village, faire la formation, et ça c'est des formations de courte durée. Peut-être qu'on va revenir sur les différents types de formations. Les formations de courte durée où on va rester le temps de 2 ou 3 semaines pour vraiment dérouler la formation, et au besoin même en langue nationale, parce qu'on n'a pas besoin forcément d'aller à l'école pour savoir exercer un métier. Donc ces facteurs combinés-là, ça a permis, en tout cas pour l'année passée, d'avoir plus de 12 000. Et cette année, ces 50 000 là, c'est très ambitieux comme objectif, mais nous avons l'engagement, l'énergie qu'il faut pour pouvoir porter en fait cet objectif.
Alors, on parle d'encouragement à l'auto-emploi, notamment avec l'entrepreneuriat. Et avec ça, on a souvent le sentiment qu'il n'y a pas de regret ou de danger à se lancer à l'entrepreneuriat. Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes sont suffisamment outillés également pour les risques qu'il y a justement à embrasser cette voie-là, la voie de l'entrepreneuriat? Oui, la voie de l'entrepreneuriat devrait avoir comme préalable la formation professionnelle. Vous savez, lorsque on veut entreprendre, il faut que soi-même, même si on va employer des gens, il faut que soi-même on ait des compétences pour pouvoir l'exercer et puis contrôler même ce qu'on va employer. Voilà, donc, lorsqu'on développe ces compétences au niveau de la formation professionnelle et avec les mesures d'accompagnement aussi, hein, il faut le dire, que le gouvernement a mis en place, et ça permet de pouvoir permettre en fait à ces personnes qui veulent entreprendre de le faire avec pas zéro risque, mais avec le moins de risques possible. Voilà. Et les mesures d'accompagnement, c'est quoi? Vous savez, les gens font la formation professionnelle, c'est vrai. La finalité de la formation professionnelle, c'est l'insertion, c'est-à-dire permettre à la personne de pouvoir s'insérer économiquement. Et on s'insère économiquement soit en se faisant employer, mais il faut le dire, c'est pas pour ça que nous faisons la formation professionnelle. On fait la formation professionnelle pour que les gens s'emploient eux-mêmes, c'est-à-dire créer de l'emploi, s'auto-emploi. Et on sait que pour créer pour s'auto-employer, il faut s'installer. Et pour s'installer, on a besoin des ressources. Et ces ressources, pour un apprenant qui vient de finir, ce n'est pas évident. Et le gouvernement, au même moment que Burkina Sourbaoude s'est créé, il y a aussi une réforme au niveau des fonds de financement. Et ça a donné lieu à un fonds, certainement, dont vous avez entendu parler, le fonds Faso Kounaouli, qui a en fait un produit en son sein qui permet de financer les apprenants. Et quand on dit financer, c'est un prêt. Voilà. Et nous sommes en fait en partenariat avec ce fonds-là. Et chaque année, et en vertu de ce partenariat, cette convention, nous lui envoyons une liste de nos apprenants qui ont des projets que nous jugeons pertinents et eux aussi à leur niveau d'évaluer la viabilité économique. Et si c'est bon, ils vont donner en fait des prêts à des taux et à des conditions vraiment voilà, souples, qui ces personnes-là ne pourraient pas, des conditions qui ne pourraient pas être remplies lorsque c'est les systèmes financiers classiques qui devraient traiter de la matière. Voilà, donc c'est l'insertion et nous travaillons sur ça aussi. D'accord. Alors, quels sont les différents types de formations que vous offrez et également les personnes que vous avez retenues comme cible? Vous parlez de jeunes, comment est-ce que vous avez circonscrit justement cette notion de jeunesse? Alors, les formations que nous offrons, il y en a principalement 3. Il y a la formation initiale, on va dire formation initiale résidentielle. C'est cette formation qui se passe entre 4 murs dans nos différents centres. Voilà, ce que je dis. Aujourd'hui, nous avons un réseau de 31 centres à travers le pays, Burkina Sourbaoude. Et dans ces centres-là, nous avons en gros une capacité d'accueil d'en gros 4800 comme ça. Voilà. Donc, il y a cette formation. Et c'est ça qu'on fait entre 8 mois et 11 mois. Et ça débouche sur ce qu'on appelle les titres de qualification. Donc les titres de qualification, c'est le certificat de qualification professionnelle, CQP, le brevet professionnel, le brevet de qualification professionnelle, BQP, et le brevet professionnel des techniciens et le brevet professionnel des techniciens spécialisés. Donc, ça, ce sont les formations initiales résidentielles. À côté de cela, on a ce qu'on appelle des formations modulaires qualifiantes. Ce sont des formations de courte durée qui ne se passent pas forcément dans un centre de formation. Et je l'ai dit, même sous les arbres, on doit faire la formation professionnelle. Parce que si on doit attendre d'avoir tous les moyens qu'on veut de construire des murs, ça ne va pas se faire. Donc, ces formations qui sont des formations de courte durée, et c'est ça que nous développons à travers ce dont j'avais parlé tantôt, les unités mobiles de formation. Donc, on peut aller partout. Et tous les territoires nationaux burkinabés peut être utilisé comme centre de formation. Voilà, donc, et ça nous permet d'avoir beaucoup de personnes en formation à travers cette modalité-là. Et la troisième modalité, c'est la formation continue. Et la formation continue, ce sont les travailleurs qui sont déjà dans une situation d'emploi et qui veulent se perfectionner. Voilà, nous développons aussi ce type de formation. Voilà. Alors, on a aussi parlé de la notion de jeunes.
Alors, la notion de jeune, bon, c'est vrai, on a dit que c'est dédié aux jeunes. Bon, nous, on ne prend pas avant 16 ans, mais en réalité, il n'y a pas de limitation. C'est vraiment principalement pour les jeunes, mais quelqu'un qui a 50 ans, on est même en train de réfléchir, et on va le faire. Les agents publics ou privés qui sont en fin de carrière de travailleurs, la reconversion, on peut assurer ça. Voilà. Moi, aujourd'hui, je suis fiscaliste. Et j'ai fini, après 60 ans, mon engagement avec l'État. Et je veux vraiment faire la pisciculture. Oui, parce que moi, ça me plaît bien d'élever les poissons. Alors donc, je peux, en un temps, voilà, bref, je ne vais pas aller m'asseoir pendant 8 mois, non. C'est à ceux-là, en fait, qu'on donne les formations modulaires qualifiantes, apprendre comment cela fonctionne. Et bon, donc, c'est vraiment pas uniquement pour les jeunes, comme vous l'entendez, c'est pour tout le monde. Et c'est pour tous les Burkinabés. Je vous ai dit, ce n'est pas que ceux qui sont en ville, on va même au plus profond du Burkina. Et c'est une formation inclusive, parce que nous avons cette mission-là de faire en sorte que chaque Burkinabé chasse faire quelque chose de ses 10 doigts. Et les 31 centres aujourd'hui, c'est un début. Sinon, à terme, la mission qui nous a été confiée, c'est de faire en sorte qu'il y ait autant de centres de formation professionnelle qu'il y a aujourd'hui d'écoles primaires. Partout. Sur toute l'étendue du territoire. C'est ça, c'est un changement complet de façon de faire. Alors justement, en vous entendant 31 centres de formation, votre ambition est beaucoup plus grande, vous voulez toucher toute l'étendue du territoire, mais comment vous arrivez justement à coordonner tout ceci et à faire en sorte que les 31 centres fonctionnent parfaitement? Oui, bien sûr, en tant que directeur général, c'est la coordination de l'ensemble, sinon sur le terrain, il y a des responsables. Et c'est à l'image de beaucoup d'autres structures. Et il y a des directions régionales. Voilà, Burkina Soudou-Baoudé a des directions interrégionales. Chez nous, la terminologie, c'est direction interrégionale. Une direction interrégionale, c'est une direction qui a compétence sur plusieurs régions. Parce qu'aujourd'hui, 31 centres, il ne va pas être pertinent de nommer un directeur régional par région parce qu'il n'aura pas assez de centres à coordonner. Alors donc, nous en avons 3. La direction interrégionale, qu'on appelle DIR, numéro 1 qui est basée à Ouagadougou, a compétence sur les centres qui sont dans la région du centre, du centre sud, du centre ouest, du centre est et de l'est. On a la direction interrégionale numéro 2 qui est basée à Bobo et qui a compétence sur 4 régions. Les Hauts-Bassins, la Boucle du Monde, les Cascades et le Sud-Ouest. Et la direction interrégionale numéro 3 qui est basée à Zignaré et qui a compétence sur 4 régions, le plateau central, le centre nord, le Sahel et le nord. Voilà, donc ce sont ces directions régionales-là qui ont des centres. Par exemple, la direction interrégionale numéro 1 a 12 centres sous sa coupe. Et numéro 2, 13. Et puis numéro 3, 4. Alors donc, et chaque centre, en plus du directeur qui coordonne à l'échelle régionale ou bien des interrégions, a un responsable, le directeur du centre. Et donc c'est comme ça que de façon opérationnelle on est organisé pour pouvoir assumer cette noble mission. Est-ce qu'un fonctionnaire en disponibilité par exemple peut solliciter et bénéficier de vos services? Bon, même pas en disponibilité. Nous sommes en train de toujours réfléchir pour voir comment faire en sorte que on puisse toucher le maximum de personnes. Même un fonctionnaire qui est en congé, parce que les formations modulaires qualifiantes, la durée, ça peut être 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines ou 4 semaines. Donc, quelqu'un pourrait profiter de ses congés, par exemple, annuels, pour apprendre un métier. Voilà, donc on n'a pas besoin forcément de prendre disponibilité. Donc, ça veut dire que si vous êtes en disponibilité et vous voulez, oui. Sinon, bon, on peut apprendre des métiers en moins de 3 semaines. Oui, par exemple, pour être un carreleur, par exemple. Pour être un carreleur, bon, quelqu'un peut prendre ses vacances en 3 semaines pour apprendre à faire le carrelage et être un très bon carreleur. Voilà. Alors, docteur Palé, récemment, le gouvernement a décidé de la dissolution du Conseil national de la jeunesse. Alors, au regard de votre public cible et du rôle de cette fêtière, est-ce que cette dissolution a un effet handicapant pour la maison des compétences? Oui, bon, le CNJ, le Conseil national de la jeunesse, est membre même du conseil d'administration de Burkina Soudou-Baoudé, et comme vous l'avez dit, même si ça, la maison de compétences est pour tout le monde, ça s'adresse principalement aux jeunes. Alors donc le CNJ fait partie du conseil d'administration, et je pense que j'ai vu hier ou avant-hier où il y a eu une rencontre où on a mis en place un bureau
pour voilà, élire des nouvelles, voilà, les nouvelles personnes qui vont continuer le travail. Donc je pense que la jeunesse, forcément, il faut qu'on puisse avoir un cadre où elle va pouvoir se retrouver pour porter sa voix. Donc peut-être que c'est juste le format actuel qu'on a voulu voilà, revoir. Sinon, je pense que la mission... Cela n'impacte pas votre mission? Pas du tout. Pas du tout. Okay. Alors, à entendre certains, l'école a surtout créé des produits inappropriés, entre guillemets, pour le développement de nos États. Est-ce que vous êtes de cet avis? Oui, mais on est obligé de se rendre à l'évidence que c'est ainsi. Voilà. Et que on fait des formations, même si c'est approprié, mais ce n'est pas en lien avec les besoins quantitatifs même de notre économie. Voilà. On a besoin de juristes, on est d'accord. Donc former des juristes, c'est bien, mais former peut-être 1000 juristes par an, ça c'est l'université publique. Bon, ça c'est inapproprié. En termes quantitatifs, parce que l'économie n'arrive pas à absorber ça. Voilà. Encore qu'il y a aussi certaines formations qui questionnent même sur la pertinence aujourd'hui dans notre contexte. Oui. Est-ce qu'il faut continuer à former de cette façon? Voilà, donc on ne va pas citer, mais je pense que ceux mêmes qui ont fait ces formations, si ils sont sincères, ils vont s'interroger sur ce qu'ils ont fait là. Est-ce qu'eux-mêmes, ils arrivent à être utiles à eux-mêmes et au-delà, est-ce qu'ils arrivent à être utiles à la nation? Parce que tout ce que nous faisons, surtout pour nous qui venons du milieu rural, l'État a dépensé pour nous, pour notre formation. Voilà. Moi, depuis le CP1 jusqu'à aller finir mes études, voilà, je n'ai pas fait une école privée, dont l'État a mis des moyens pour me former. Mais je devais rendre aussi cela. Et comme on rend, c'est être productif, pouvoir travailler. Mais si on injecte des ressources pour former et qu'après, bon, on n'a pas quelque chose à faire, c'est comme si c'était des investissements à perte. Voilà, donc, et pour l'efficacité même des maigres ressources-là, il va falloir qu'on oriente vers des formations qui vont permettre à ces personnes, à des gens, à des Burkinabés, de pouvoir contribuer. Voilà, sinon, c'est comme une perte. Avec toutes ces personnes que vous formez, quel est le pourcentage que vous escomptez pouvoir justement s'insérer sur le marché et pouvoir tirer véritablement son épingle du jeu? Oui, mais en principe, lorsqu'on fait une formation professionnelle, je vous ai dit, c'est des compétences qu'on acquiert et l'insertion, ça s'entend de deux façons. Soit la personne se fait employer, mais ce n'est pas pour ça qu'on le fait. On souhaite qu'après avoir acquis ces compétences-là, vous puissiez vous-même créer quelque chose et pour employer d'autres personnes. Alors donc, sauf à être limité par des ressources, en principe, celui qui fait une formation professionnelle doit pouvoir créer quelque chose. Voilà. Et pour la limitation des ressources, je vous ai dit ce que le gouvernement aussi a prévu pour accompagner les gens qui font la formation professionnelle. Il y a des prêts à des conditions qui sont raisonnables. Sinon, si je fais par exemple une formation dans le domaine de l'élevage, la volaille et autres, bon, souvent avec des moyens modestes, je pourrais intensifier en fait une production et on espère que chacun qui a fait une formation professionnelle, c'est pour un besoin et ce besoin-là, c'est de pouvoir mettre ça en pratique. Donc on pense que on ne pourra pas dire 100%, mais le taux, la probabilité en tout cas de s'insérer est très très élevée par rapport à d'autres types de formations ou bien d'éducation qui aboutissent peut-être à des diplômes sans véritablement quelque chose à faire. Vous avez parlé tout à l'heure des prêts que l'on pourrait octroyer pour accompagner les uns et les autres dans l'insertion, dans la réalisation de leurs projets. On a vu certaines initiatives gouvernementales assez nobles, mais qui malheureusement ne sont pas allées loin, qui ont rendu l'âme, faute du respect de l'engagement de certains bénéficiaires. Il y a plusieurs fonds qui se retrouvent aujourd'hui dans la nature parce que certains sont venus prendre pour aller justement lancer des projets. Ces projets n'ont pas été réalisés et ces fonds n'ont pas été remboursés. Oui, bon, je pense que la réforme au niveau des fonds aussi est partie de ce constat-là. Voilà, c'est parti de ce constat. Et il avait été fait le point qu'il y avait 24 milliards qui sont restés entre les mains des gens,
qui n'ont pas été restitués, parce que quand on emprunte, c'est pour rembourser. Et lorsqu'on ne rembourse pas, ça affecte la capacité à pouvoir aider d'autres personnes. Alors, et justement, avec la création du nouveau fonds qui a fusionné 3 fonds-là, ma foi... Donner le fonds Kunawili. Ma foi, je vous dis aujourd'hui, ceux qui ont pris l'argent et qui n'avaient pas remboursé n'ont pas le sommeil tranquille. Voilà. Et là, je pense que c'est des instructions au plus haut niveau et les choses se passent de cette façon. Est-ce que c'est possible véritablement de rentrer en possession de ces fonds quand on sait que certaines personnes ne sont pas stables géographiquement ou qu'elles sont difficiles à trouver? Est-ce que ça va véritablement être possible de rentrer en possession de ces fonds? Le recouvrement se fait. Hein. Je connais particulièrement le sujet parce que j'étais dans le même ministère que ce fonds-là. Et donc, lors des réunions de cabinet, il y a des échanges par rapport à ça. Et il faut aussi dire que ce n'est pas, ça ne passe pas comme une lettre à la poste, hein, ces remboursements. Peut-être que les gens ont la volonté, mais aujourd'hui, ça fait quand même beaucoup de temps, l'argent n'est plus là. Mais les forces de l'ordre aussi interviennent et les gens, vraiment, ils sont traqués, hein, pour vous dire la vérité. Voilà, donc, et il faut ça, c'est une nécessité. Moi, je pense qu'il ne faut pas voir cette action-là comme de la méchanceté, c'est une nécessité. Et l'esprit nouveau qu'on veut avoir commande qu'on puisse tenir nos engagements. Si on a pris de l'argent, vous savez, lorsque vous êtes en difficulté financière et qu'on vous prête de l'argent, c'est comme si on vous a aidé. On vous a aidé. Et pour que cette aide puisse profiter à beaucoup de personnes, il faut que le remboursement se fasse. Et là, je pense qu'on ne va pas dire que le taux de recouvrement, ce sera 100%, mais vraiment, il y a beaucoup déjà qui doivent récupérer. Et je pense que ça donne en même temps l'information que les choses ne seront plus comme avant. Les choses ne seront plus comme avant. On prend l'argent, c'est pour travailler et c'est pour venir rembourser. Voilà. Et ça va permettre d'entretenir les cycles, en fait. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé des différents types de formations que vous accordez à la BSB. Quels sont les domaines que vous arrivez également à toucher en matière d'offres de formation? Oui, Burkina Soudou-Baoudé, la maison de compétences, offre ces formations-là dans 9 domaines. Voilà, on a par exemple le génie électrique, le génie mécanique, génie informatique. On a aussi le génie civil. On fait aussi dans l'habillement, cuir et peau. Voilà, donc ça fait 9 domaines. Et à l'intérieur de ces domaines-là, la formation concerne 144 métiers. Oui, différents que nous offrons dans nos différents centres. 144 métiers, je suppose, bien sûr qu'il y a de la flexibilité, mais ce n'est pas gratuit. Oui, bon, c'est pas gratuit. Bon, en réalité, les repas gratuits même n'existent pas en tant que tels. Mais les coûts sont très étudiés. Voilà. Et les coûts, la fixation, la politique de fixation de coûts tient compte de 2 paramètres. La situation géographique et aussi le métier. En fait, le territoire national a été divisé en 3 parties. Ouagadougou, Zignaré et puis Bobo, comme on pourrait dire les grands centres ou bien les proximités des grands centres. Et il y a aussi, bon, il faut dire 3, hein, les autres chefs-lieux de région et les autres localités là où on a des centres. Donc un même métier, par exemple, dont les frais de formation c'est 100 000 francs à Ouagadougou, à Zignaré ou bien à Bobo, ce même métier-là, lorsqu'on part dans une autre localité, un autre chef-lieu de région, à Gawa par exemple, ce métier sera peut-être 60 000, et c'est même le cas, c'est une situation réelle que je donne comme ça pour un métier donné. Et lorsqu'on recule, on va dans un chef-lieu de province, à Sendou par exemple, le même métier ça fait 35 000 par exemple. Donc vous voyez, payer 35 000, 60 000 ou 100 000 pour apprendre un métier pendant 8 mois et avoir un titre de qualification, c'est vrai, 60 000, 35 000 et 100 000 au Burkina, c'est beaucoup. Mais pour les gains espérés, on ne peut pas dire que c'est exorbitant. Voilà. Pour ce qu'en tout cas on espère à la fin de cette formation. Et comme on veut rendre accessible la formation professionnelle, on va toujours travailler. Si on arrive à générer des ressources propres, ça va permettre en fait de réduire en fait ce coût de formation là. Voilà, pour faire en sorte que
chaque personne qui veut vraiment acquérir des compétences pratiques puisse pouvoir faire ça. Ouais. Alors, je voudrais juste revenir sur cet aspect. Vous avez dit qu'il était possible, par exemple, pour un fonctionnaire en activité ou en disponibilité de bénéficier d'une formation professionnalisante. Et vous avez également évoqué le fait que pour des projets pertinents, la maison Burkina Faso de Baoudé pouvait en tout cas accorder un accompagnement au niveau donc du fonds Kounawili. Est-ce que pour un fonctionnaire dans cette situation qui bénéficie en tout cas de la formation et qui a un projet pertinent, il pourrait également bénéficier de cet accompagnement financier-là afin de mettre ce projet-là en place, ou bien ça c'est réservé uniquement pour justement les jeunes qui ne sont pas encore dans le domaine de l'emploi? Ok, avant de revenir sur cette question, j'avais dit que la fixation de prix tenait compte de la dimension géographique, ça tenait compte aussi du métier. Par exemple, lorsqu'on forme dans un métier comme maçonnerie, maçon, ce n'est pas le même coût que nous supportons en tant que structure que lorsqu'on veut former dans un métier comme couturier. Voilà, donc pour le même niveau, supposez que par exemple le niveau des titres auxquels on prétend en étant dans ces métiers-là, c'est le même niveau de CQP, mais en maçonnerie, on pourrait dire de payer 100 000, alors qu'en coupe-couture, on va dire de payer peut-être 60 000, par exemple. Voilà, donc ça tient compte des métiers. Mais ce qu'on réclame, ce n'est pas pour le juste prix. Non, la formation professionnelle coûte cher. Parce qu'on forme en achetant, on ne peut pas former un maçon sans acheter des fers à béton, du ciment, du sable, ainsi de suite. Ça coûte cher, mais c'est vraiment juste, on a modulé ça pour tenir compte en fait du coût supporté par métier. Alors, pour revenir maintenant à cette question, pour les fonctionnaires, il faut dire que la convention que nous avons, en tout cas avec le fonds Faso Kounawili, pour que nos apprenants on puisse faire une sélection pour les soumettre à financement, c'est beaucoup plus pour la formation initiale résidentielle. Voilà, c'est beaucoup plus ça. Mais ce fonds-là, c'est ouvert à tout le monde. Maintenant, est-ce que dans les textes, un fonctionnaire peut bénéficier de ces produits? Je ne sais pas. Voilà. Sinon, ce fonds, il faut aussi préciser que ce n'est pas uniquement pour les sortants des centres publics. C'est tout ce qui est... Parce que la vérité, c'est qu'on a beaucoup plus de centres privés de formation professionnelle que des centres publics. Nous, on a juste que 31. Alors que dans les pays, c'est beaucoup plus, ça vaut 700. Voilà. Mais en tant que Burkina Faso Baoudé, qui est le principal opérateur public de développement des compétences techniques et professionnelles, nous avons la mission de superviser et de coordonner surtout la qualité de l'ensemble des centres, que ce soit public ou privé, pour s'assurer que la mission que nous avons, et cette mission-là, c'est de contribuer à mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de développement des compétences techniques et professionnelles. Docteur Palé, le gouvernement a décidé récemment de la reconduction du fonds de soutien patriotique. Que pensez-vous de cette décision? Alors, il faut voir quel était l'objectif. C'est pour reconquérir les territoires. Alors, tant que l'objet n'est pas éteint, on ne peut pas faire autrement. Voilà, donc c'est une décision. Comme ce que j'ai dit, chacun connaît en fait le bien fondé de l'effort qui est demandé. Voilà, chacun connaît l'effort et nous pensons que c'est pertinent et c'est un effort qui va être utile parce que à quoi ça va servir de garder l'argent chez toi et que toi maintenant même pas la vie? S'il n'y a plus de pays. Oui, si ta vie même, puisque c'est une question de vie ou de mort. Voilà, donc je pense que ça se comprend. Et on ne s'attendait pas à autre chose que ça. Alors récemment aussi, on a assisté à l'élection du président américain Donald Trump, qui revient en tout cas pour un second mandat. Et dès le soir de son élection et pour les jours qui ont suivi, les premiers jours qui ont suivi, on a assisté en tout cas à une batterie de mesures, dont la suspension de l'aide humanitaire qui a fait beaucoup jaser au niveau donc des pays africains. Quelle lecture faites-vous justement de cette décision? Et pour vous, quelle devrait être la posture des pays africains au regard de cette décision? Alors, pour cette décision du président Trump, on peut l'analyser dans le fond et dans la forme. Dans le fond, moi, je n'ai rien contre cette décision. Parce que l'aide, à un certain moment donné, il faut même se passer de l'aide. Je pense que, et nous sommes actuellement
dans cette façon de faire. Donc, même si le président ne le faisait pas, on devait travailler à un certain moment même, de sorte à dire que nous-mêmes, on ne veut pas. Donc, dans le fond, moi, je n'ai rien contre. Mais dans la forme, c'est la brutalité de la chose qui cause problème. Voilà. Parce que, bon, annoncer d'un coup, et vous savez, c'est suivi des faits, hein. Tous les programmes financiers sont vraiment à l'arrêt, les gens sont... C'est arrêté. C'est arrêté d'un coup. Et sans préavis, ça peut... Parce qu'en toute chose, il faut donner un temps d'ajustement pour que les gens prennent les dispositions. Voilà. Donc, je pense que c'est de bonne guerre. Et si on veut aller dans la souveraineté véritable, cela ne peut pas s'accommoder avec la main toujours tendue. Oui. Et peut-être aussi en le faisant ainsi, bon... C'est un choc, mais vous savez, l'homme est ingénieux. Quand c'est dur, il va trouver un moyen en tout cas pour s'en sortir. Ça va amener les pays africains à réagir. On va ouvrir en fait l'œil et allumer le cerveau surtout. Parce que souvent, quand on a cette apparente facilité, parce que rien n'est facile, on ne veut pas se décarcasser. Et bon, je pense qu'on va libérer notre génie pour pouvoir... et ça peut être un bon départ. En fait, le souhait même est que, même à un certain moment, quand ils voudront rétablir cette aide-là, nous, on dit qu'on ne veut pas, parce qu'on a pu développer en fait, des capacités endogènes pour pouvoir nous prendre en charge. Parce que c'est de ça qu'il est question. Oui. On va également parler de l'AES qui a été créée pour la défense, en tout cas, du territoire des 3 États, Burkina, Mali, Niger. Mais aujourd'hui, la Confédération va au-delà et travaille maintenant sur la diplomatie et le volet développement pour ces 3 pays. Quel avenir entrevoyez-vous justement avec ces nouvelles ambitions qui viennent se greffer à la première qui est la défense? Oui, parce que un espace, qu'il soit économique, politique ou autre, bon, c'est d'abord politique, mais la dimension économique, on ne peut pas s'en passer, et diplomatique aussi. Voilà, donc nous pensons qu'il faut qu'il puisse avoir un ensemble, parce que dans un espace, il y a beaucoup de pans, le volet politique, le volet économique, qui est en fait un volet essentiel. Donc c'est tout à fait normal. Et pour revenir même sur l'AES, je pense que c'est un droit libre pour tout pays, ou groupement de pays, de s'organiser lorsqu'ils ont un intérêt commun à être ensemble. Voilà, donc ça, c'est un droit inaliénable de se regrouper. Et maintenant, tous les domaines d'importance qu'il faut discuter en commun, je pense que c'est aussi un droit de pouvoir le faire ensemble. Voilà. Alors, je voudrais également votre avis en tant que citoyen aésien. Est-ce que vous pensez que l'AES doit aller vers la question monétaire, rompre carrément avec le franc CFA? En tant que citoyen de l'espace AES. Oui, oui. Mais en même temps, il faut qu'on puisse donner un avis éclairé. Et lorsqu'on est appelé à donner des avis sur des sujets aussi sensibles que la monnaie, sans avoir des éléments précis, c'est hasardeux de le dire. Voilà. Mais ce qui est sûr, il y a des pays qui ont leur monnaie. Ces pays n'ont pas disparu. Mais seulement, si on veut aller de cette façon, c'est de prendre en fait toutes les garanties, évaluer vraiment, et avoir toutes les manettes avant de s'y lancer. Voilà. Ça ne va pas nous faire disparaître, mais il faut que ce soit fait en bon ordre. Le Ghana a donné l'exemple, l'Éthiopie, le Nigeria. Il y a beaucoup de pays qui ont leur monnaie. Voilà. Ils sont seuls. Ici, nous sommes 3. Voilà. Donc, si on veut le faire, c'est bien possible. Mais maintenant, c'est vraiment faire en sorte que cela puisse se faire avec le moins de casse possible. Voilà. Et là, il y a beaucoup d'intelligence au Burkina Faso qui pourront aviser, voilà, afin de permettre aux décideurs de pouvoir prendre la bonne décision. Beaucoup ont d'ailleurs marqué leur disponibilité pour accompagner le projet et les autorités. Oui, oui. Et je pense que, bon, en tant que technicien, je ne veux pas dire intellectuel, technicien, bon, faisant partie d'un pays, on doit être orienté vers la résolution des problèmes de ces pays-là. Et si aujourd'hui le pays dit que mon problème c'est de faire telle chose, on devait mettre son savoir-faire à la disposition du pays en disant voilà ce qu'il faut faire, parce qu'on ne discute pas des questions politiques. Mais si on veut faire ça,
Voilà les conditions qu'il faut remplir pour que cela puisse se faire dans un ordre en tout cas qui va être optimal. D'accord. Oui. Alors, docteur Palé Kerabouro, merci d'être venu sur ce plateau. C'est déjà fini. Vite, oui. Ok. Alors, donc, ce que je vais ajouter, c'est d'inviter toute la jeunesse burkinabé à saisir cette grande opportunité qui a été offerte par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, en créant en fait cette structure Burkina Soudou Baoudé qui porte de très grands espoirs. Nous avons beaucoup de choses à offrir. Cette année, je vous ai dit qu'il y a 50 000 personnes que nous devons former. Et en particulier ceux qui ont des diplômes, en fait, la reconversion de cette grande masse de diplômés sans emploi là. Ils n'ont qu'à venir nous voir. Ils n'ont qu'à venir nous voir et ensemble on va définir des modules adaptés. Parce qu'on ne va pas dire à un étudiant qui a un master ou une licence de venir faire 11 mois encore, non. On va pouvoir développer des choses qui vont lui permettre de savoir faire quelque chose de ses 10 doigts. Aujourd'hui, c'est l'offensive agricole et nous voulons aller beaucoup plus vers ces métiers-là. Donc, si vous savez comment on fait un élevage intensif de poulets et autres, bon, là, on n'a pas besoin forcément de s'asseoir à Ouagadougou pour ça. Donc, nous invitons cette jeunesse-là à vraiment être des acteurs productifs et pour le faire, il y a en fait des possibilités de formation de courte durée à la carte, pointue et qui permet en fait de pouvoir savoir faire quelque chose de ces 10 doigts. Donc c'est cet appel-là que je lance et en tout cas on remercie les autorités pour cette vision. En tout cas qu'on aurait dû avoir depuis longtemps, mais il n'est jamais tard pour bien faire et l'honneur aussi qui nous a été fait de conduire ça, nous allons le faire malgré les difficultés sur lesquelles on ne s'attarde pas parce que ce n'est pas simple, mais je pense qu'il y a des gens qui font des choses plus dures que nous. Et il faut qu'on puisse aussi être des VDP de la formation professionnelle parce qu'en réalité, il faut comprendre que pour cette question d'insécurité-là, les gens s'accordent pour dire qu'il y a un volet économique. Si les jeunes avaient quelque chose à faire, ont quelque chose à faire, je veux dire, si on forme des gens et qu'ils ont quelque chose à faire, bon, ça va en tout cas dissuader. S'il n'y avait pas d'oisiveté, ils n'allaient pas prêter oreille justement. Faire en sorte que on ne va pas vraiment croire à des vendeurs d'illusions pour s'engager sur un chemin sans issue, parce que c'est exactement le cas. D'accord. Voilà, donc on se voit comme des VDP de la formation professionnelle. D'accord. Alors, Palé Kerabouro, docteur en sciences de gestion et directeur général de Soudou Baoudé, la maison des compétences. Merci d'être venu sur le plateau de l'émission Sur la Brèche. Madame, Monsieur, votre émission de ce soir se referme. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt sur la RTB. Bonsoir.